Un jour comme un autre pour cette équipe d'égoutiers chevronnés habitués aux missions les plus diverses sur tout le réseau. Un jour comme un autre pour cette mission comme tant d'autres. Et pourtant, brusquement, c'est l'accident. La cause, un dégagement d'hydrogène sulfuré, d'autant plus dangereux qu'il est invisible. L'hydrogène sulfuré, un gaz très toxique, incolore, à l'odeur caractéristique d'œuf pourri qui peut se former n'importe où, quel que soit le réseau d'assainissement. N'importe où, à partir du moment où les conditions qui favorisent sa formation se trouvent réunies. C'est le cas des ouvrages à eau stagnante, dans les bassins de dessablement, dans les bâches d'aspiration des stations de relèvement ou de crue, dans les déversoirs d'orage fermés en période de crue, dans tous les ouvrages d'assainissement lors de leur mise au chômage, émissaires, collecteurs, siphons. C'est le cas aussi des ouvrages non ventilés et donc en atmosphère close ou confinée, chambres de vannes, chambres à poutrelles, galeries en cul-de-sac, ouvrages d'assainissement de grande longueur sans regard, canalisation en charge. Dans tous ces ouvrages, en eau stagnante ou en atmosphère confinée, le risque de formation d'hydrogène sulfuré est présent. Quel que soit le réseau, les conditions de formation de l'H2S sont généralement présentes. Il faut donc rester toujours prudent et vigilant. On ne peut pas dire qu'il y ait à proprement parler des lieux à risque, mais plutôt des configurations à risque. C'est l'importance d'un facteur ou la conjonction de plusieurs qui peuvent aboutir à des situations dangereuses. Il existe deux voies de formation de l'hydrogène sulfuré, la voie biologique et la voie chimique. La voie biologique, c'est la voie la plus importante car la plus naturelle. Elle est le fait des bactéries sulfato-réductrices. Les facteurs qui influencent la formation de cet H2S sont d'une part des paramètres qui sont liés à l'eau du réseau elle-même. Premièrement, les ions sulfates. Ils sont nécessaires car c'est le substrat de ces bactéries. Deuxièmement, l'anaérobiose, c'est-à-dire l'absence complète d'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène est toxique pour ces bactéries et pour leur métabolisme. Et enfin, troisièmement, la température. Il me semble que c'est le paramètre le plus important. Plus la température est élevée, plus la vitesse de formation de cet H2S est grande. D'autre part, des facteurs qui sont liés à l'hydraulique du réseau. Plus le réseau est long, plus le temps de séjour dans ce réseau est important, et plus les concentrations d'H2S que l'on peut rencontrer seront grandes. Il faut savoir qu'au-delà de 3 heures de temps de séjour dans un réseau, on a des risques de rencontrer des concentrations d'H2S dangereuses. La voie chimique. Un déversement d'acide ou une modification de pH, même infime, peut aboutir à des dégagements d'H2S très importants. Lorsque les deux voies, la voie biologique et la voie chimique, agissent simultanément, elles peuvent aboutir à des émanations beaucoup plus dangereuses car plus concentrées. Les conséquences de ces dégagements d'hydrogène sulfuré sont de deux ordres. Le premier sur l'environnement matériel immédiat. L'H2S en s'oxydant se transforme en acide sulfurique, qui peut provoquer une corrosion sur les matériaux à base de ciment, comme les conduites par exemple, ou le matériel métallique, comme les barreaux des échelles ou le matériel électrique. Le deuxième sur l'environnement humain. Ces dégagements d'H2S ont bien entendu des conséquences dangereuses pour l'homme quand ils se produisent en sa présence. Pour mesurer la présence d'H2S, on utilise des appareils qui sont généralement calés sur la valeur de 10 ppm, qui représente la valeur limite d'exposition. Rappelons qu'un ppm, qui signifie littéralement une partie par million en volume, correspond à 1 cm3 dans 1 m3. L'hydrogène sulfuré est l'un des gaz courants les plus toxiques. Son odeur caractéristique permet sa détection à faible concentration. Seuil olfactif inférieur à 0,1 ppm. Malheureusement, un dégagement massif
provoque une paralysie quasi instantanée de l'odorat, ce qui conduit à dire qu'en matière de prévention des intoxications graves par l'H2S, le nez de l'égoutier n'est pas un bon conseiller, contrairement à ce qui se passe avec d'autres toxiques comme l'acétone, le trichloréthylène, etc. L'hydrogène sulfuré est un gaz irritant qui bloque la respiration cellulaire. Tous les organes avides d'oxygène vont donc souffrir, notamment le cerveau, vertige, perte de connaissance, ou être irrités, poumons, œil. Bien sûr, selon la concentration atmosphérique de ce gaz plus lourd que l'air, les effets cliniques sur l'homme varient. On parlera d'exposition accidentelle à de fortes doses imposant une prise en charge médicale en urgence et une analyse des causes pour les prévenir. D'exposition anormalement répétée à des doses plus faibles qu'il conviendra de prendre en compte pour y remédier. Cette seconde éventualité, moins grave mais plus fréquente, ne doit pas être banalisée. Dans les expositions aux fortes doses, on décrira les intoxications aiguës qui restent heureusement exceptionnelles. Rappelons pour fixer les idées quelques chiffres. Pour une concentration atmosphérique de 1000 ppm, la mort est quasi immédiate, de l'ordre de quelques secondes, chute sur place. Pour une concentration atmosphérique de 500 ppm, apparaît une perte de connaissance brutale, chute avec risque de noyade. Une exposition à 200 ppm fera courir, en dehors des troubles nerveux, un risque secondaire d'édème pulmonaire toxique. Ces situations accidentelles graves doivent être prévenues sur un plan technique. Bonne organisation du travail, lutte contre le confinement. Une bonne organisation du travail implique un entretien régulier des réseaux visant à éviter l'accumulation importante et prolongée de sable, une programmation cohérente et rapide des interventions, par exemple lors des crues, visant à éviter l'apparition de zones d'eau stagnantes longtemps persistantes. En ce qui concerne la lutte contre les atmosphères confinées, elle se fera non seulement lors des interventions courantes où l'on respectera les règles de sécurité, mais aussi lors de la conception des réseaux, par exemple création de cheminées d'aération dans les zones sensibles. Lors des expositions à des doses plus faibles et anormalement répétées, 4 ordres de troubles diversement associés doivent attirer l'attention. Troubles nerveux, respiratoires, oculaires, digestifs. Ils seront immédiats, effet irritatif, ou différés, persistant à l'arrêt du travail. Sur un plan nerveux, immédiat ou débutant pendant le travail, vertige, maux de tête. Différé, en général lors d'expositions répétées, fatigue anormale, difficulté inexpliquée à dormir, troubles de la mémoire. Sur un plan respiratoire, dès qu'il y a exposition à des doses supérieures à la valeur limite d'exposition, qui est, rappelons-le, réglementairement fixée à 10 ppm sur 15 minutes, apparaissent des signes d'irritation des voies aériennes, un inconfort et des picotements respiratoires. À un stade de plus, des difficultés respiratoires peuvent également apparaître. Sur un plan oculaire, dans les mêmes conditions d'exposition que ci-dessus, immédiatement, brûlure et irritation oculaire, rapidement suivies par l'apparition de démangeaisons des paupières, yeux rouges. À distance de l'exposition et à un degré de gravité supérieur, intolérance à la lumière en rapport avec des lésions de la cornée. Sur un plan digestif, on signalera immédiatement des nausées. En différé, un manque d'appétit, des douleurs au ventre, éventuellement associées à de la diarrhée. Retenons en résumé que, lors du travail, la constatation de signes respiratoires, digestifs, oculaires ou de troubles nerveux, vertiges, maux de tête, impose l'évacuation immédiate des lieux de travail et un diagnostic de situation avant réintervention. Pour mémoire, rappelons qu'un travail normal n'est pas susceptible de provoquer des troubles notables et persistants. En dehors du travail, la persistance de certains des signes cliniques évoqués ci-dessus, fatigue anormale, douleur abdominale, troubles du sommeil, etc., impose la consultation d'un médecin et le contrôle des procédures de travail. En conclusion, la préservation de sa santé implique, lors du travail en égout, de ne jamais intervenir sans une protection maximale adaptée aux risques préalablement évalués. Au quotidien, il faudra donc rester vigilant, garder de bons réflexes professionnels, participer au recensement des zones à risque et aux formations hygiène et sécurité. En cas d'accident, tout doit être fait pour éviter le suraccident.
d'abord prévenir les pompiers, puis améliorer la ventilation du site et refaire les contrôles atmosphériques. On se rappellera ensuite que si on est seul en surface, il ne faut jamais descendre pour éviter le suraccident. Si l'on est plusieurs, la descente est possible, mais obligatoirement protégée. Harnais, masque. De toute façon, les délais d'intervention des pompiers sont en général très courts dans les grandes agglomérations. L'hydrogène sulfuré, un gaz dangereux, mortel même parfois. Pourtant, des moyens de prévention efficaces existent, qui permettent de travailler dans des conditions optimales de sécurité. Tout d'abord, une préparation rigoureuse de l'intervention à effectuer. L'analyse de la manœuvre, du type de réseau et de la configuration concernée permet d'évaluer les précautions à prendre. La vérification du bon état du matériel de sécurité, et notamment du masque autonome et des détecteurs, doit être un réflexe préalable à toute intervention. C'est bien. En route. Sur les lieux d'intervention, il faut procéder à la ventilation et au contrôle atmosphérique à distance. En cas de situation vérifiée comme étant normale, il faut se souvenir que les manipulations peuvent entraîner un dégagement d'hydrogène sulfuré, d'où l'importance de porter sur soi le détecteur en ordre de marche. Dans le cas d'une concentration d'hydrogène sulfuré, le détecteur la décèle immédiatement, un signal visuel et sonore se déclenche, il faut aussitôt mettre le masque auto-sauveteur et quitter les lieux. Grâce aux précautions mises en œuvre, grâce à la stricte application de toutes les consignes de sécurité, pour cette équipe d'égoutiers, ce jour sera un jour comme un autre, sans accident, en toute sécurité.